Voilà. Alors bonjour. Nous allons essayer de répondre aujourd'hui à un grand questionnement, celui de savoir est-ce que Dieu existe. Ce n'est pas un détail. C'est de savoir s'il y a quelque chose qui a créé l'univers, ou est-ce que on est dans un univers vide qui se serait créé tout seul. Donc, c'est une question très importante. Bien sûr, aujourd'hui, le monde est partagé entre ceux qui croient qu'il y a un Dieu, et ils n'en ont aucune preuve, mais ils le sentent comme ça, ou ils le croient comme ça. Et ceux qui sont contre, sans avoir plus d'éléments pour être sûrs qu'il n'y a rien. Ils n'ont pas étudié réellement, sérieusement, s'il n'y a rien. Ils pensent qu'il n'y a rien, donc ça les arrange peut-être qu'il n'y ait rien. Voilà. Donc, tout ça, ces deux façons de réagir sont des réactions infantiles. Elles ont été des réactions habituelles, peut-être normales jusqu'à maintenant. Mais maintenant, nous devons déboucher sur un monde adulte. Toutes les conférences que nous pourrons faire seront de ce même esprit, avoir un comportement adulte. C'est très important. Ce comportement adulte est la base d'un monde meilleur qu'on pourrait avoir demain, et la base de faire des choses logiques, d'aller vers une route logique. C'est-à-dire nous ne devons pas croire sans savoir, et nous ne devons pas être contre sans savoir non plus. Mais bien sûr, beaucoup disent, mais c'est une question auquel on ne peut pas répondre. On ne peut pas avoir de preuve que Dieu existe. Mais si, justement, si nous ne pouvons pas avoir de preuves, nous n'avons pas de raison de croire. Si ce Dieu existe, ou si cette force existe, ou s'il y a quelque chose qui existe, ça existe. Donc il y a bien quelque part un moyen de le rencontrer, de le prouver, d'être sûr que ce soit vrai. Donc il faut sortir de cette idée, parce que, disons, on a les religieux qui veulent qu'on croit comme ça, et puis les scientifiques qui, pendant longtemps, mais aujourd'hui ça change, mais pendant longtemps, les scientifiques ont été opposés à tout ça, et encore beaucoup sont opposés, c'est-à-dire pour eux, dès l'instant qu'on leur parle de spiritualité, de choses comme ça leur fait peur, et ils ne veulent surtout pas entendre parler. Il y a comme quelque chose qui est intégré dans le monde, dans le milieu scientifique, parce que pendant très longtemps, la religion a lutté contre la science qui découvrait des choses et qui, disons, prouvait que la religion s'était trompée. Et donc, la religion a beaucoup combattu la science. Persécuté, brûlé, enfin, ça a été un combat très difficile. Et donc, la science est construite contre la religion. Alors, aujourd'hui encore, on voit cette antinomie, cette contradiction entre les deux, qui reste comme intégrée. Et même les scientifiques, on le voit, continuent à confondre la religion et la spiritualité. Il faut bien faire une différence. Disons, la religion, c'est-à-dire c'est un ensemble de dogmes, d'écrits, c'est la religion catholique, musulmane, autre chose, protestante, ce qu'on voudra. C'est un ensemble qui est écrit, qui est décidé. Et là, bien sûr, la science souvent a découvert des choses qui n'étaient pas justes. Mais après, qu'il y ait éventuellement quelque chose, une force, quelque chose qui a créé l'univers, ça ne veut pas dire que ce que disent les religions est juste. Dans la pratique, on s'aperçoit que ce qu'ont dit les religions, souvent, on n'en a aucune preuve. Et au contraire, la science prouve au fur et à mesure que des choses ont été inventées. Historiquement, si on s'intéresse à comprendre ça, on voit bien qu'il y a très peu de choses qui sont réelles, historiques. Il y a un fond. Par exemple, Jésus, on sait qu'il a existé. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait dire ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'on a raconté ?
ressuscité, fils de Dieu, toutes ces choses-là, ça, c'est des choses qui ont été inventées par des hommes. Personne n'en a aucune preuve de ça. Et ça, il y a beaucoup de choses qui paraissent peu probables. Jésus était un juif, certainement, qui avait certainement été chez les Esséniens, et donc qui avait cette rigueur d'esprit qu'avaient les Esséniens à l'époque, et qui combattait les juifs, les prêtres juifs qui faisaient de l'argent avec les choses, beaucoup. Mais dans la pratique, il n'a jamais été contre la religion juive. Il a toujours resté juif, Jésus. Donc, il s'agit pour nous de bien différencier la religion et la spiritualité. La religion n'engage que les religieux et ceux qui veulent suivre ces préceptes-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bon sens, c'est regarder la réalité, ce dont on est sûr. Ce dont on est sûr, pour comprendre ce dont on est sûr, et surtout à ce niveau-là d'un Dieu éventuel, il nous faut repartir à zéro. Il ne faut pas rester comme le sont encore. Souvent, je vois des choses, des émissions ou des conférences de scientifiques qui font des références encore à des faits qui sont écrits dans la Bible ou qui sont écrits dans des choses comme ça. Mais ça, la Bible n'est pas un livre scientifique. Disons, la Bible a été écrite par des hommes. C'est même pas un Dieu éventuel qui l'aurait écrit. On sait bien que Dieu n'a pas écrit de texte. Jésus non plus. Et Mohamed non plus d'ailleurs. Mais c'est des êtres humains qui ont créé. Si on veut vraiment comprendre ces choses-là, le bon sens et le fait que je dis encore, un comportement adulte, c'est d'aller vérifier comment ça s'est passé, quand ça a été écrit, par qui ça a été écrit, et quelle objectivité on peut vraiment lui apporter comme crédit. Il y a 10%, 15% d'authentique, de prouvé, et le reste, c'est beaucoup romancé. Donc, je ne veux pas être méchant avec les religieux, mais voilà. Par contre, les religions véhiculent des choses, et on le verra, si vous voulez consulter la conférence « Un monde meilleur est possible », cette conférence-là nous parle aussi du fait que les religions ont une part dans le fait que le monde n'évolue pas, parce qu'elles ont certainement été utiles, elles ont été récupérées par les puissants pour dominer, mais enfin, elles ont aussi peut-être été utiles, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais peut-être elles ont été utiles parce que c'était une certaine époque, les croyances, fallait encadrer des époques, il fallait voir ce qu'il y avait avant. Avant, c'était des traditions, c'était des choses qui n'étaient peut-être pas toujours bonnes. Il y a eu des belles idées, entre autres dans la religion catholique, par exemple, ou dans les autres, il y a eu des belles idées, des apports, disons, positifs. Et donc, c'est très bien pour cette époque. Mais aujourd'hui, ce que nous proposons aujourd'hui, ce n'est pas pour remettre en cause le passé. Le passé, il a été ce qu'il a été. Personne n'a décidé réellement que ce soit comme ci ou comme ça. Il y a des gens qui ont influencé. Mais c'est un grand mouvement qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde doit devenir adulte. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu qu'on devienne des vrais humains. On ne pourra devenir des vrais humains que si on a un comportement d'adulte. C'est-à-dire si on se base sur des choses qui sont, sur ce dont on est sûr, pas sur des choses romancées, inventées ou choses comme ça. Et qu'on est prêt à s'entretenir pour des choses comme ça. Donc, on voit à quel point il nous faut partir sur des choses, sur des bases solides. Par exemple, comment ça a commencé tout ça ? Les scientifiques nous parlent du Big Bang, mais comment l'univers a été créé, mais pendant longtemps, on s'est contenté de dire ça. L'origine de la vie, c'est le Big Bang. Et on voit encore des conférences aujourd'hui, on peut en trouver une sur YouTube comme ça, où des scientifiques nous disent eh bien, une boule d'énergie, il n'y avait rien, c'était le vide total, et une boule d'énergie est apparue de nulle part et a créé une explosion. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour comprendre que nulle part, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nulle part. Et s'il y avait une boule d'énergie, elle est venue de quelque part. Il y avait donc quelque chose avant le Big Bang. Pour que ça explose, il fallait qu'il y ait quelque chose avant à faire exploser.
Donc, le Big Bang n'explique pas du tout l'origine des choses. Et comment alors on explique? Eh bien, voilà. Ah, on va rentrer un peu plus dans les choses. Disons qu'on observe le monde, maintenant. On observe le monde comme il est aujourd'hui. On voit tout de suite, on ne peut pas, disons, chercher longtemps, avec un peu du bon sens. C'est ce qui manque aujourd'hui. Et ce qui manque à beaucoup de scientifiques. Je dis bien, il y en a de plus en plus qui ouvrent les yeux, qui sont objectifs. Mais les trois quarts, et les gens qui ont cet esprit scientifique souvent, refusent tout ce qui est spirituel. Mais il nous faut changer d'état d'esprit. Il nous faut ouvrir les yeux sur ce qui est, sans a priori. On n'a pas à savoir à l'avance, à décider à l'avance, on est pour ou on est contre. Ça, c'est le monde infantile. On regarde ce qu'il y a. Si on assure, alors on dit que c'est sûr. Si on n'est pas sûr, on reste dans le doute. Peut-être pas non, peut-être pas oui, mais dans le doute. Mais au moins, on ne refuse pas si on n'est pas sûr qu'il n'y ait rien. Donc, on ouvre les yeux. Faisons ça ensemble, ouvrons les yeux. Nous voyons d'emblée, un monde organisé. Tout ce monde-là, la nature et tout ça est organisé. On voit pas, c'est pas le chaos. On voit des choses qui sont construites, qui sont artistiques, qui sont des jolies fleurs bien dessinées. On voit des choses très sophistiquées. On dit, pour qu'il y ait une organisation, faut qu'il y ait un organisateur. Actuellement, vous savez, les scientifiques font des études pour savoir s'il y a d'autres personnes dans l'univers, et ils ont un moyen, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on voit des signes d'intelligence? Est-ce qu'on voit des choses qui se font toutes seules, comme ça, ou est-ce qu'on voit des signes d'intelligence? Le repère pour savoir si Dieu existe, c'est le fait qu'on voit des signes d'intelligence. Si on regarde la Terre autour de nous, la nature autour de nous, si on se regarde soi-même, si on regarde comment on est construit, il y a de l'intelligence. Il n'y a que ça, il y en a partout. Une extrême intelligence. Alors déjà, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose. Mais surtout, si vous voulez espérer avancer sur ce chemin, ne partez avec aucune idée. Ne dites pas, ah oui, il y a Dieu infiniment bon, il y a quelque chose de ceci, de cela, hein, tout ce qu'on nous a raconté, ça, vous ne verrez rien si vous voyez ça. Le Dieu des catholiques, si on ouvre un peu les yeux, on voit qu'il n'existe pas. Donc, il n'y a pas, personne ne l'a jamais vu d'abord, c'est sûr, mais disons, il n'y a pas de, c'est des choses infantiles, mais si disons, essayons d'avoir aucune idée sur ce qu'on cherche. On cherche juste voir s'il y a quelque chose. Si derrière cet univers-là, il y a quelque chose, une force, quelque chose qui l'aurait créé. On voit que c'est organisé. On voit que c'est construit. C'est-à-dire que les choses ne sont pas comme ça en tas. Elles sont organisées, elles sont interdépendantes, elles sont construites, elles sont... Vous voyez, c'est pas un être humain, vous ne peut pas être comme ça, élaboré, comme ça, hein, c'est quelque chose de très, très sophistiqué, très construit. On va essayer d'entrer un peu dans le détail pour voir à quel point il est évident qu'il y a quelque chose. Mais je dis bien quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. Alors, ne disons pas que c'est un Dieu infiniment bon. On ne dit pas qu'il y a un paradis. On ne dit pas qu'il y a un purgatoire ou un enfer. Tout ça, ce sont des inventions. Non, on n'en sait rien ce qu'il y a. Mais on ne peut pas nier, si on ouvre les yeux sur la nature, qu'il y a quelque chose. On va le voir, disons, avec différents exemples. D'abord, disons, on voit à l'origine, dès l'origine de la vie, même dans ce qu'on invente une manière d'estimer que la vie est apparue, il a fallu de l'intelligence. C'est-à-dire que la première cellule qui est apparue, d'abord, à l'époque de Darwin, on croyait que la cellule était comme une brique, hein, comme un parpaing pour construire une maison, et donc que c'était quelque chose de très simple. Mais une cellule est quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Disons, dans une cellule, il y a plus de 30 000 protéines, disons,
spécifique et qui est constitué d'acides aminés qui sont organisés, on dit séquencés, hein, je ne suis pas scientifique, hein, mais j'essaie de lire un peu ces choses-là. Et donc, bien séquencés, ça veut dire qu'elles sont bien intégrées dans un ordre précis, dans un certain ordre précis. Tout ça, c'est d'une extrême sophistication. Et donc, ça n'a pas pu se faire tout seul. Ça, c'est pas un ordinateur, c'est 1000 fois plus perfectionné. On est compte, c'est extrêmement, et on n'est pas arrivé à faire la vie. Soi-disant, il y a une expérience d'un Américain, il n'a rien fait, il a fait, soi-disant, il a trouvé une petite déduction, mais disons, on n'a rien de preuve que ce soit, disons, même une brique de la vie, ce qu'il a trouvé. Donc, mais bien sûr, les scientifiques qui voulaient surtout pas entendre parler de Dieu ont sauté là-dessus. Mais il n'y a rien de prouvé et on n'est pas arrivé à inventer la vie. Autrement, si c'était simple, on l'aurait fait depuis longtemps. Mais on n'y arrivera pas parce que la vie dépend d'autre chose. La vie, disons, la vie n'est pas apparue avec vous. La vie, c'est votre maman qui vous l'a transmise. Et sa maman. Mais au départ, voilà, disons, on n'a pas de preuves, mais ça ne peut pas s'être fait tout seul. Quelque chose d'aussi sophistiqué n'a pas pu s'être fait tout seul. Bon, on va citer encore d'autres exemples. L'œil. Comment l'œil, d'après la théorie de Darwin, comment l'œil a pu apparaître? C'est un organisme extrêmement sophistiqué, où tout est interdépendant, où chaque cellule participe à un travail alors qu'une cellule ne voit pas. Il faut qu'elle obéisse. Nous, on sait qu'elle obéit aux informations qui sont transmises par l'ADN, mais l'œil, lui, ne voit pas. Et donc, il n'a pas pu apparaître. Alors on dit, oui, ça c'est fait avec un petit truc, mais c'est tout à fait impossible. Par hasard, comme ça, vous ne construisez pas un ordinateur en lançant des petites choses par hasard. Il y a autant de chances que ça parte dans le mauvais sens, et d'une manière générale, ces choses-là se partent plutôt dans le mauvais sens que dans un bon sens, construit, organisé. Donc, c'est tout à fait impossible. Donc, après, vous voyez, par exemple, si on s'intéresse encore, qu'est-ce qui a pu apparaître? On va mettre en cause la théorie de Darwin, il faut le dire la vérité, parce que les scientifiques se sont précipités là-dessus, alors que c'est qu'une théorie, et qu'elle est tout à fait infondée, disons. Il y a certainement des espèces qui ont un peu évolué, mais ça n'explique pas l'ensemble. Disons, dans la théorie de Darwin, qu'est-ce qui aurait pu apparaître en premier? Le cœur ou le sang? Le cœur, s'il n'y a pas de sang, ne peut pas battre, il ne sert à rien. Et le sang ne peut pas se déplacer et régénérer s'il n'y a pas le cœur. Alors, dans cette sélection-là, comment est apparu le cœur ou le sang d'un seul coup? Comme ça? Non, et non, on parle de cellules qui petit à petit, par des choses infimes, ils puissent se déplacer. C'est tout à fait impossible. Il a bien fallu qu'il y ait le cœur et le sang en même temps. Il a fallu qu'il y ait la poule et l'œuf. Restons très simples avec des choses de bon sens. Qui c'est qui était en premier? C'était la poule ou c'était l'œuf dans la sélection? Mais c'est tout à fait impossible. Il a fallu créer quelque chose, il a fallu que quelque chose soit créé. Toutes les poules que nous connaissons, nous, elles ne sont apparues qu'à partir d'un œuf. Mais il a fallu qu'il y ait un créateur qui joue à autre chose, qui ait créé les choses pour que ça apparaisse un jour. Dans la sélection, il est impossible que ça apparaisse. Le corps humain, il ne peut pas fonctionner sans tous ses organes. S'il n'y a pas tous les organes, il ne marche pas. Et la différence, et le truc immunitaire, et ceci et cela, et vous vous rendez compte, c'est d'une complexité extrême, 1000 fois plus sophistiquée que le plus compliqué des ordinateurs. Et tout ça, il faut que ça soit tout d'un coup, dès le départ, pour que ça marche. Autrement, ça ne marche pas. Donc, on voit bien que ces choses-là ne sont pas cohérentes. Si on approfondit encore un petit peu, on va faire un tout petit peu de science. Je vous dis, je répète, je ne suis pas scientifique, mais je vais essayer de citer quelques exemples. Disons, on va essayer de comprendre. À l'intérieur de la cellule, donc, qui est un organisme très très sophistiqué, il y a des milliers de petits éléments
Et entre autres, il y a un moteur, le moteur flagellaire. Ça, à l'époque de Darwin, on ne savait pas que ça existait. On l'a découvert récemment. Et d'ailleurs, les scientifiques aujourd'hui découvrent des choses tellement extraordinaires dans l'infiniment petit que de plus en plus, certains, enfin de plus en plus, disons ceux qui disaient à l'époque qui croyaient à la théorie de Darwin, la contestent aujourd'hui. Je cite un exemple, et on pourra, si vous êtes intéressé à ça, voir le professeur Kenyon, qui était un grand scientifique, un grand physicien, qui s'intéressait à démontrer, et qui a écrit des livres, qui a eu beaucoup de succès, pour démontrer que, disons, avec la chimie, il pouvait prouver la théorie de Darwin, que les théories étaient justes. Et il a écrit tout un livre, il a eu beaucoup de succès là-dessus, et aujourd'hui lui-même, il dit qu'il s'est trompé, parce que aujourd'hui on découvre des choses qui prouvent que ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de cas où ce qu'on appelle la complexité irréductible, c'est-à-dire que un organisme, en dessous de cette simplification, il ne peut plus fonctionner. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait tout ça, au moins pour démarrer. Et donc, s'il n'a pas tout, il ne peut pas. Ça veut dire, et ça prouve bien que c'est en contradiction avec la théorie de Darwin, qui fait que ça devient petit à petit. Là, il faut qu'il y ait tout de suite d'emblée un ensemble de choses, c'est la complexité irréductible. Donc, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, vous voyez, tout le vivant obéit aux informations qui sont dans l'ADN. Aujourd'hui, on le sait. Bien sûr, à l'époque de Darwin, on ne le savait pas. Mais on sait bien donc qu'il y a des informations, mais des informations, je crois que c'est, disons, 4 milliards, je crois, 4 milliards d'informations, 4 milliards d'informations qui sont contenues dans l'ADN, alors l'ADN à l'œil nu, vous ne le voyez pas, hein, et disons, je crois que c'est dans une petite partie de la cellule où il y a l'ADN, et là, il y a, disons, 4 milliards d'informations, voilà. Donc, c'est des choses incroyables qui sont d'une telle complexité et d'une telle performance que ça n'existe pas. Je parlais de ce moteur flagellaire. Essayez de réaliser, hein, à l'intérieur de la cellule, une cellule que vous ne voyez pas à l'œil nu, à l'intérieur de la cellule, il y a tout un ensemble d'usines, de transformations, quelque chose qui transforme l'énergie du soleil qui est énergie en énergie pour déplacer les choses, ce petit moteur-là, c'est un moteur rotatif avec une trentaine de pièces différentes qui le font se déplacer à travers la cellule. Il a un petit axe au milieu, il a 2 vitesses, il se déplace, il peut faire la marche arrière, il tourne à 100 000 tours par minute. Vous vous rendez compte, hein? Ce petit appareil-là, ce petit moteur rotatif, qui est à l'intérieur de la cellule, ce dont je parle, c'est scientifique. Si vous pouvez regarder sur Internet, comme ça, vous allez le trouver. 100 000 tours par minute. Il est capable de s'arrêter en une fraction de seconde et de repartir à 100 000 tours par minute dans l'autre sens. Vous vous rendez compte de la performance de cet appareil dans la cellule? Je vais dire microscopique. On ne voit pas une cellule à l'œil nu, et ça, c'est encore à l'intérieur de la cellule. Vous vous rendez compte, c'est des choses dans l'infiniment, infiniment petit, d'une complexité extrême. Ça nous montre bien que, disons, tout ça, c'est extraordinaire. Et disons, cette manière de voir, d'essayer de nous simplifier ça, nous gâche la beauté des choses. On est devant un monde, une nature, une vie extraordinaire, qui est un vrai miracle, sans y voir d'autres choses dedans. Un vrai miracle, c'est extraordinaire. Il y a David Bohm, c'est un grand physicien aussi, qui a vécu à l'époque d'Einstein, et qui, un grand physicien, et qui a étudié ces choses-là, et il pressentait, lui, ce dont nous parlons maintenant, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose derrière, et il a découvert, justement, dans l'infiniment petit, cette intelligence. Il voyait l'intelligence dans l'infiniment petit, et il s'est persuadé, effectivement,
disons, de la réalité de ça. Quoi? On ne sait pas bien. Ça, c'est un autre problème. Mais qu'il y a quelque chose, ça, lui-même aussi en était sûr. Donc, je vous conseille de lire le livre de David Bohm aussi. Donc, voilà. Donc, on voit encore un élément que je voulais citer, c'est quand on étudie la nature, et les scientifiques étudient la nature et la vie et tout ça, on voit que tout est organisé de manière logique, c'est-à-dire que vous lirez aussi dans Internet la suite de Fibonacci. C'est un grand mathématicien et qui a compris que tout ce qui est construit d'une certaine manière. C'est-à-dire que, à part les deux premiers chiffres, donc, tous les chiffres qui constituent la construction de la nature, elle est, disons, on va dire le troisième chiffre et l'addition des deux précédents, toujours, tout le long. Ça veut dire qu'une pétale de fleur, par exemple, une fleur n'aura jamais 10 pétales. Elle rentre dans la suite des Fibonacci. Tout est construit avec des chiffres très très précis. La suite des Fibonacci et le nombre d'or. Dans la nature, vous retrouvez, dans la construction d'un visage humain, partout, vous trouvez ce nombre d'or qui est envoyé. Si c'était le désordre, si c'était par hasard, ça ne serait pas fait comme ça. Ça serait des fois dans un sens, dans l'autre. Alors que là, on sent qu'il y a vraiment, disons, des méthodes qui sont employées, rigoureuses, et donc qui nous prouvent qu'il y a bien une intelligence derrière tout ça, quoi. Donc, disons, nous sommes devant quelque chose, qu'il nous faut bien le réaliser, devant quelque chose d'extraordinaire. Et alors, disons, notre question du départ, à savoir qu'il y a quelque chose, c'est évident. Je veux dire, on ne peut pas discuter. Si on ouvre un peu les yeux, c'est obligatoire. Alors, après, là, on rentre, on peut aller plus loin, si on peut dire, mais déjà, ayant cet acquis. Si on va plus loin, qu'est-ce que c'est cette forme? Qu'est-ce que c'est cette énergie intelligente? Il faut bien préciser. À ce stade, on rentre dans des déductions. C'est à travers, vous voyez, ce que on peut voir, c'est-à-dire, comment dire, par exemple, pour juger, si vous rentrez chez quelqu'un, vous voyez sa maison, vous voyez ce qu'il a fait, vous voyez son ordinateur, vous voyez des choses qu'il a fait, vous pouvez vous faire une idée de la personne, même si vous ne la voyez pas directement elle-même, à travers sa manière de vivre, à travers ce qu'il y a chez elle, tout ça. Nous, on peut employer cette déduction pour imaginer, avoir des informations sur cette force. On peut regarder la nature, comment elle est faite, quel est le but de la vie, quel est le sens de la vie, comment ça se passe. Et tout ça, ça nous parle de celui qui l'a créé, ou de celui ou de ceux, ou des forces. On ne sait pas. Donc, il est intéressant de voir que, disons, comment ça s'est fait tout ça, et pourquoi ça s'est fait, et comment ça marche. Ce qu'on voit, c'est d'abord qu'il y a une extrême intelligence. Ce qu'on voit, c'est une extrême complexité. On voit que dans la nature, tout est utile, tous les animaux sont utiles, tout a son rôle dans un grand tout. Mais, et l'être humain là-dedans? L'être humain est aussi un animal. Il faut essayer de rester conscient de ça. L'être humain est aussi un animal. Mais il est manifeste qu'il n'est pas seulement un animal. Il est soumis à la majorité des lois des animaux, mais à partir du moment où il peut assurer boire, manger, dormir, être en sécurité, ces éléments de base, il peut se projeter, il est fait pour autre chose. Il est fait pour évoluer et il est fait pour prendre conscience. Il est fait pour devenir un vrai humain. C'est ça qui va nous intéresser. C'est que l'être humain n'est pas fait pour rester dans les lois animales du rapport de force. L'être humain, il est fait pour
épanouir ce qu'il est. L'animal, lui, il a un programme qui s'adresse surtout à son physique et à une vie plus réduite. L'être humain, lui, il a un potentiel pour développer sa capacité de conscience. Il sait qu'il pense et donc il pense, mais il sait qu'il pense, voilà, et il a une capacité de développer sa conscience. Et cette capacité, elle est infinie, cette capacité. Donc, il peut de plus en plus développer sa conscience, et donc on en revient à cette force. Le but de cette force, c'est elle qui a créé cet être humain, qui l'a créé avec cette capacité de conscience. Et on voit que quand cet être humain, il se développe, quand il prend conscience de ce qui est important dans la vie, de ce qui est juste, qu'il ne se base pas sur des choses fantaisistes, mais quand il se base sur la réalité de la vie, et qu'il la comprend, et qu'il s'épanouit, et qu'il peut réaliser pourquoi il est fait, à ce moment-là, cet être humain épanoui est en bonne relation avec les autres. Il aime la vie et il aime les autres. Donc, on voit que, on peut en déduire que le dessein, on va dire divin, sans mettre le Dieu des catholiques derrière, ou le Dieu de qui que ce soit, de mettre, disons, le dessein divin, c'est-à-dire la volonté de cette force, on voit que c'est la prise de conscience, et à la fin, pour que les êtres humains s'aiment, en fait, ça paraît peut-être un peu vieillot de dire ça, ou traditionnel, mais c'est pourtant la réalité, c'est que on voit bien que derrière, le but de ces choses-là, le but du dessein qu'il y a derrière cette évolution de la vie et l'évolution des humains, c'est d'abord qu'on devienne des vrais humains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est moitié humain, moitié encore animal. Et les choses basées sur le rapport de force, c'est le monde animal. Nous, les êtres humains doivent se baser au fur et à mesure sur la réalisation de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, eux, ils ont pu, à se comparer, on l'a déjà dit ça, ils n'ont plus à se comparer aux autres, ils n'ont pas à être plus que les autres, ils ont à être eux-mêmes. S'ils peuvent réaliser ce qu'ils sont, et s'ils sont en contact avec des gens qui sont aussi réalisés, ils ont des rapports de plus en plus riches et ils s'aiment, parce que c'est l'amour qui est naturel. C'est ça qu'il nous faut bien relever. Si on observe le fond, c'est pas la méchanceté qui est naturelle, c'est pas la violence, c'est l'amour qui est naturel. La violence ou la méchanceté est une réaction par rapport à des gens qui n'arrivent pas à vivre. Donc, on a traité déjà dans une conférence sur un monde meilleur ce sujet. Vous pourrez consulter cette conférence. Mais déjà, on peut retrouver notre dessein, le sens de cette vie, c'est que les humains deviennent des vrais humains et que dans ce cas-là, de plus en plus, ils deviennent conscients qu'ils soient plus, aujourd'hui on est des primitifs par rapport à ce qu'on est appelé à être. Et on en voit qu'ils sont plus primitifs que d'autres encore, sans être méchants. Mais donc, on est appelé à évoluer, on est appelé à prendre conscience, on est appelé à avoir des rapports de notre niveau de conscience, et on est appelé à la fin à s'aimer, à avoir des rapports de qualité, et donc à avoir un monde beaucoup plus évolué que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, si on peut avoir répondu, j'espère qu'on a répondu à cette question. Alors, si vous souhaitez donner votre avis, donner des objections, donner des confirmations, ou si vous souhaitez que, avec ce qu'on dit aujourd'hui, avec cette conférence-là, ou avec cette conférence sur un monde meilleur est possible, parce qu'un monde meilleur est possible. Si vous souhaitez qu'on en fasse quelque chose ensemble, eh bien, vous pouvez m'écrire ou me mettre un message sur mon boîte mail aleva8, c'est ALEVA 8 @hotmail.fr. Voilà. Et vous m'écrivez, et puis on prendra peut-être contact comme ça, et on essaie de faire quelque chose pour justement profiter de cette conscience qu'on a pour transformer ce monde, parce qu'il n'y a que en se basant sur la réalité des choses
qu'on transformera le monde. Il faut qu'on sorte du monde infantile, autrement on n'en sortira jamais, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on soit des adultes, et entre adultes, qu'on laisse les enfants chercher qu'à gagner de l'argent à tout prix, chercher à être plus que les autres, chercher à courir plus que les autres, tout ça. Ça, c'est le monde infantile qu'il nous faut lâcher. Pardon. Il nous faut aller vers un monde adulte, et celui-là, il est possible, et on va le faire ensemble. Merci, au revoir.